Bienvenue à cette table ronde virtuelle qui a pour thème le devenir sensible des plantes. Mon nom est Sylvette Babin, je suis directrice de la revue S, Art plus Opinion. J'aimerais d'abord remercier la GAC pour cette invitation et les féliciter pour la version numérique de la Foire papier 2020. Cette table ronde a été pensée en marge de la publication d'un numéro de S portant sur les plantes. Dans ce dossier, les auteurs et autrices réfléchissent à l'imbrication du monde végétal dans les pratiques artistiques contemporaines. Plusieurs questions y sont abordées, par exemple, dans quelle mesure la présence des plantes dans l'art nous encourage-t-elle à repenser la mise en exposition des œuvres? Comment les plantes nous invitent-elles à entrevoir autrement la place du vivant dans la société et dans l'art? Ou encore, comment est-il possible de repenser l'engagement politique ou l'activisme social par le monde végétal? Pour la rencontre aujourd'hui, nous avons invité des commissaires et des artistes reconnus pour leur réflexion sur les végétaux et sur les questions environnementales. La discussion est animée par Julia Roberge van der Donk, historienne de l'art, travailleuse culturelle et autrice commissaire indépendante. Julia a complété un doctorat à l'Université de Montréal en 2017, où elle a également été chargée de cours. Elle s'intéresse à la présence du vivant dans les arts visuels, plus particulièrement à l'usage et à la représentation des animaux non humains. Autrice de l'essai « Vers une esthétique antispéciste », publié en 2016 dans le dossier Le Vivant de la revue S. Elle a également signé « Revisiter le regard humain, la présence animale chez Karine Payette » dans la monographie « Point de bascule, Typing Point », publiée par la Maison des Arts de Laval. Julia était également membre invité au comité de rédaction de S pour le numéro sur les plantes. Je lui laisse le soin de présenter nos invités, que je salue au passage, Bénédicte Ramade, Catherine Lescarbot, Marie-Lou Lemens, Richard Ebgui. Je vous remercie chaleureusement de votre présence et je vous souhaite une excellente discussion dans ce devenir sensible des plantes. Merci Sylvette. Merci. Les humains prennent la pleine mesure de leur fragilité, de leur interdépendance avec l'environnement, avec aussi les autres formes de vie qui sont sur Terre. À un moment également où l'on parle plus que jamais d'agriculture urbaine, d'autonomie alimentaire, donc vraiment des enjeux de taille. Et donc, il y a certaines personnes qui, en ce moment, d'un côté, voient cette période de confinement, de quarantaine, comme une opportunité pour la décroissance, donc pour repenser nos interactions avec le vivant. Et d'un autre côté, il y a des gens qui voient plutôt poindre le retour d'une logique extractiviste plus agressive que jamais, finalement, pour pallier à ce ralentissement économique auquel on assiste ces derniers mois et qui risque de perdurer pour encore un certain temps, bien entendu. D'ailleurs, cette mise en garde par rapport à un retour en force de cette logique capitaliste agressive, elle a été formulée par l'auteur et activiste Naomi Klein sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur Twitter, pas plus tard. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps, ces grandes discussions. On voit aussi dans l'actualité apparaître la question du potentiel thérapeutique du jardinage et même des plantes en elles-mêmes. Donc, c'est une question qui est super actuelle. On voit les plantes comme des alliés pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale dans le contexte actuel. Alors, dans cette discussion, dans cette table ronde qui s'intitule donc le devenir sensible des plantes, il sera question des dimensions sociales, économiques, politiques, poétiques également de notre rapport aux végétaux et aussi éventuellement à d'autres formes de vie, selon l'angle que prendra la discussion. Et ce que ce rapport dit sur notre conception du vivant ici, maintenant, en 2020. Une conception, soit dit en passant, bien sûr, qui est largement anthropocentriste encore, alors qui place l'humain tout en haut de la hiérarchie des êtres. Et quand je dis notre conception, c'est pas parce qu'on a tous la même, mais je me réfère plutôt à une conception qui est principalement occidentale et allochtone, parce que celle-ci peut certainement bénéficier de d'autres modes de pensée, de d'autres modes d'action, idéalement. Justement, donc, différentes postures ont émergé au cours des dernières années, des dernières décennies pour penser la coexistence, pour reconsidérer l'organisation de la vie sur Terre, humaine et non humaine, pour inclure aussi les animaux non humains, les végétaux, les champignons, les bactéries,
et même les virus, même si cette cohabitation n'est pas les plus faciles par les temps qui courent, si je peux me permettre. Alors, cette réflexion-là vise vraiment un déplacement du regard, un décentrement de l'humain pour justement ébranler cet anthropocentrisme, pour agrandir le cercle de considérations morales. Je songe à cet égard à différents ouvrages qui sont parus, différentes théories, comme l'ouvrage qui s'appelle Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, un ouvrage qui est d'abord paru en anglais en 2011, dans lequel les philosophes Will Kymlicka et Sue Donaldson vont proposer de faire coexister l'espèce animale et l'espèce humaine au sein d'une même société, tout en considérant, en prenant en compte leurs intérêts respectifs. Bien sûr, considérant que les humains sont aussi des animaux, bien entendu. Et c'est sans compter toutes les théories écoféministes qui ont été vraiment pionnières aussi en la matière, donc sur ces questions de coexistence, de care envers l'environnement, envers la nature, les animaux, les végétaux. Mais pour revenir donc à cette table ronde qui porte sur le devenir sensible des plantes, bien sûr, ça s'inscrit dans les grandes avancées scientifiques sur l'intelligence du monde végétal. Donc, on le sait, dans les dernières années, il y a eu énormément de découvertes sur la sensibilité des plantes. Effectivement, on sait désormais que les végétaux auraient des capacités cognitives et communicationnelles qui sont vraiment insoupçonnées. Les végétaux seraient capables de prendre des décisions, de s'entraider, d'anticiper des événements, d'une certaine forme de mémoire aussi. On pourrait même dire que les plantes ont en quelque sorte une vie affective. Et bien sûr, il faut mettre en contexte ces percées parallèlement ou corollairement, je ne sais trop, aux recherches sur la cognition animale. Il y a aussi évidemment d'importantes découvertes dans les dernières décennies. Le cas des mammifères est bien documenté, mais je songe plus particulièrement aux recherches sur la cognition chez les poissons, les insectes, les céphalopodes notamment, qui sont vraiment majeurs et qui nous font repenser finalement nos manières d'interagir avec ces animaux, ces différentes formes de vie. Ce qui m'amène donc à la question centrale qui nous réunit aujourd'hui à l'occasion de cette discussion. Alors, on se demande justement comment les plantes vont nous inviter à voir autrement la place du vivant dans la société et dans l'art. La société et l'art n'étant pas évidemment des vases clos, donc idéalement porosité entre ces deux dimensions. Alors, que peut-on apprendre des plantes? Qu'ont-elles à nous apprendre? Et il s'agit selon moi ici de considérer l'art comme vraiment un terrain d'expérimentation pour des nouvelles communautés multi-espèces, donc qui permettent de réfléchir à l'enchevêtrement de différentes formes de vie, humaines et non humaines, bien entendu. Donc, sans plus attendre, voilà, je vais présenter les invités de cette table ronde. D'abord, Bénédicte Ramade, qui est historienne de l'art, critique et commissaire indépendante. Elle a consacré son doctorat à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne à une réhabilitation critique de l'art écologique américain. Et depuis 2016, ses recherches sont axées sur l'anthropocénisation des savoirs et des œuvres. Depuis son installation au Canada en 2013, elle est chargée de cours dans les départements d'histoire de l'art d'histoire de l'art et d'art visuel de l'UQAM et de l'Université de Montréal, après avoir enseigné une décennie au sein du département de sciences des arts de l'Université Paris I. Alors, les questions environnementales forment le cœur de sa recherche curatoriale et éditoriale. On peut signaler à ce sujet l'exposition The Edge of the Earth, Climate Change in Photography and Video, présentée au Ryerson Image Center à Toronto en 2016, une exposition qui analysait l'Anthropocène à l'heure climatique, ainsi que l'exposition Apparaître, disparaître sur les grands effets de l'Anthropocène, tenue à la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement en 2019. Ses recherches sur les plantes l'ont aussi mené à écrire sur la notion de féralité. Elle a notamment signé l'essai Déjardiner, de la féralité à l'impudence botanique, paru dans le catalogue de l'exposition Jardins infinis, présentée au Centre Pompidou-Metz en 2017. Elle a aussi écrit sur l'intelligence et la gentilité des plantes, notamment sur le travail de l'artiste Céleste Boursier-Mougenot.
Et elle a également écrit sur l'ethnobotanique dans les pratiques artistiques à l'occasion, entre autres, du Symposium international Art et ethnobotanique au Centre international du paysage de Basse-Ligue en 2014. Elle vit et travaille à Montréal. Merci, Julia. Ensuite, Catherine Lescarbot poursuit actuellement des études de doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Elle a participé à plusieurs expositions solo et collectives et présenté différentes performances dans des lieux de diffusion au Québec et en France, notamment à la Galerie UCO, à la Galerie Leonard et Bina Ellen, à la Galerie La Mirage, à la Fonderie Darling et au Frac Lorraine. Artiste multidisciplinaire, elle s'intéresse à la relation entre l'art conceptuel et la critique institutionnelle, ainsi qu'à la pertinence de ces approches aujourd'hui. Elle articule ses plus récentes recherches autour de la plante d'intérieur. En focalisant ses recherches sur cet objet, l'artiste vise à développer une interface lui permettant de réfléchir la relation entre culture et nature à l'intérieur des espaces corporatifs et institutionnels. Bienvenue parmi nous, Catherine. Ensuite, Richard Ibgui et Marie-Lou Lemens sont des artistes vivant à Durham-Sud, au Québec. Leurs œuvres ont fait l'objet d'expositions individuelles au Bemis Center for Contemporary Arts à Omaha en 2019, à Bergen, en Norvège, en collaboration avec Volt, toujours en 2019, à la Odin Gallery de Vancouver en 2018, à la Jane Lambert Gallery en 2017, et avec The International Studio and Curational Program de New York en 2016. Leur travail a été présenté dans des expositions de groupe incluant la Biennale de Fiskars en Finlande en 2019, l'Off Biennale de Budapest, la Biennale de Cuenca en Équateur, la Biennale d'Istanbul et la Biennale de Sharjah. En 2019, Ibgui et Lemens ont été lauréats du prix Giverny Capital et en 2020, d'une bourse de recherche de la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement. Voilà. Alors, je vous remercie tout le monde d'être parmi nous. Et en fait, j'aimerais lancer la discussion sur la question de l'agentivité, vraiment, qui est au cœur la réflexion sur l'intelligence des plantes et sur leur potentiel aussi dans un cadre artistique. Et je voudrais peut-être d'abord lancer cette perche à Bénédicte, à savoir d'abord qu'est-ce que ça implique l'agentivité chez les plantes, le pouvoir d'action, de quel type de communication on parle, qu'est-ce qu'on entend par là et finalement comment les artistes ont exploré cette avenue, cette question d'agentivité. Notamment, dans un essai récent, vous parliez, vous avez vraiment un vocabulaire très intéressant, vous parliez de plantes dissidences qui étaient insoumises, donc on sentait vraiment l'action, le potentiel d'action. Et à travers la notion de déjardinage, notamment, que vous expliquiez. Donc, je vous lancerai sur cette première piste si vous l'acceptez. Oui, bien sûr. Merci, Julia. Il est certain que le végétal a fait un bond en même pas 10 ans de sujet à vraiment agent, effectivement. En tout cas, à objet actif. Qui est complètement inédit, qui est à la fois lié effectivement à l'évolution de ces études scientifiques qui ont vraiment montré notamment cette capacité à communiquer. Faut faire très attention. La question de l'intelligence des plantes est très controversée actuellement puisque il y a les scientifiques qui disent que le cognitif chez la plante n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de cellules cérébrales et que en même temps on peut parler de cognitif sans passer par la cellule cérébrale. Donc on a des discussions qui sont assez âpres en ce moment entre les scientifiques par rapport à cette intelligence. Il y a du sensible végétal, ça je pense qu'aujourd'hui on admet de façon collégiale cette qualité. Il y a de la communication, ça c'est certain, il y a des langages et qui tout d'un coup font du végétal un interlocuteur totalement nouveau. Le végétal est sorti du végétatif, de cet état qui lui était, dans lequel il était confiné depuis l'Antiquité, qui était un état finalement donc pas du tout actif. Et c'est effectivement ce qu'on vit. C'est tout le bénéfice aussi d'avoir su regarder les animaux. C'est ce que vous connaissez mieux que moi, Julia.
de comprendre cet autre, ce vivant très très large. Et le végétal est désormais un partenaire de travail, un partenaire de dialogue. Les artistes, effectivement, on a évoqué Céleste Boursier-Mougenot quand il a en 2015 montré à la Biennale de Venise des arbres qui pouvaient finalement se déplacer en fonction de leurs besoins. C'était tout d'un coup franchir un tabou, puisque le végétal est quand même enraciné. C'est ce qui fait que généralement, on ne lui a pas conféré d'agentivité parce qu'il ne peut pas se mouvoir. Alors là, effectivement, concevoir du végétal mobile, du végétal qui choisirait son meilleur emplacement grâce à une aide humaine, mais qui n'est pas une appropriation humaine des qualités végétales, ça aussi, c'est effectivement un bond qui a été fait. Je viens de le dire, effectivement, il y a aussi ce bond qui a été fait dans le domaine animal et qui se fait aujourd'hui dans le végétal, qui est de ne pas simplement instrumentaliser le sujet plante, ni même de s'approprier des qualités végétales, mais de réellement comprendre un partenariat d'égal à égal entre le végétal et la plante. Sur le plan du jardinage ou du déjardinage, c'est effectivement penser une plante libre. Penser à un plan de jardinage qui va être systématiquement contrarié par des espèces qui vont faire irruption dans le schéma classique du jardinage. Donc, ce sont évidemment des jardiniers comme Gilles Clément, qu'on connaît très bien dans ce domaine-là, mais une femme dont on a moins parlé, mais qui a un observatoire de plantes sauvages spontanées, Liliana Motta, qui est une artiste d'origine argentine et qui est basée en France, et qui travaille spécifiquement à des jardins qu'elle va préparer, mais ensuite elle va complètement laisser faire la dissémination des espèces végétales grâce à des partenariats végétaux-animaux, des oiseaux qui amènent des graines, etc. Donc on est vraiment dans un lâcher-prise qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, le végétal, bien qu'on ait toujours tendance à anthropomorphiser tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on touche, avec le végétal, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, tout d'un coup, on a un espace qui est un peu moins anthropocentrable que, effectivement, lorsqu'on regarde les animaux ou en tant que mammifères, nous avons beaucoup de points communs, donc de surface de projection. Avec le végétal, c'est vachement plus compliqué d'avoir une surface de projection. Et donc, c'est là où peut se jouer effectivement un nouveau terrain écologique qui ne va pas être anthropocentré, mais qui va vraiment pouvoir établir et équilibrer des forces. Donc, je crois que c'est aussi le moment végétal que souligne le numéro d'ES correspond effectivement à cet équilibrage très, très particulier d'un domaine, celui du végétal, celui des plantes, qui permet, vous en avez parlé, d'aborder à la fois la question du capitalisme, aussi celui des identités et des populismes avec la sélection d'espaces végétales bienvenue dans les villes ou persona non grata considérées comme invasives. Donc, on est dans le territoire du politique, dans le territoire du scientifique, dans le territoire du sensible. Et c'est vraiment, on est passé d'un élément de décor à tout d'un coup un élément central et extrêmement agentif. Donc c'est ce qu'on appelle cette quatrième nature, cette nature très libre, qui n'est pas une nature domestique, c'est une nature qui nous échappe, des plantes qui ne se laissent pas faire. Et c'est effectivement tout ce domaine qui intéresse à la fois aujourd'hui les scientifiques, les spécialistes, les philosophes. Catherine Larère s'intéresse beaucoup à la quatrième nature notamment, et qui permettent de rebrasser les cartes des positionnements et des hiérarchies, et nous remet un petit peu plus, nous les humains, à une place un peu plus humble par rapport à ce domaine qui nous échappe encore largement. Le domaine des plantes, le domaine des arbres est encore, parce qu'il est très éloigné de nous, extrêmement opaque. Et c'est ça la chance.
Donc, cette question donc, du partenariat avec des individus dotés d'une certaine forme d'agentivité, j'aimerais peut-être aussi entendre donc, Catherine et Richard et Marie-Lou sur ce point. Donc, peut-être d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un partenariat dans vos pratiques avec le monde végétal? Et si ce n'est pas le cas, si c'est pas vraiment, vous le voyez moins comme une collaboration, quel statut aurait le végétal dans votre pratique ou d'autres formes de vie aussi? Et je rebondirai aussi sur, donc je pose la question évidemment sur votre pratique artistique, sur vos recherches, mais aussi ça peut être en correspondance avec vos pratiques au quotidien, des pratiques plus personnelles, de jardinage, de contact avec la nature. Donc comment ces jeux se font par rapport à la notion de collaboration, de partenariat avec le végétal. Donc je ne sais pas qui veut commencer, si Catherine veut se prononcer, ou Richard et Mario, si quelqu'un veut se lancer sur ce sujet du partenariat. Oui, on peut y aller. Donc, je commencerai par l'idée que la collaboration, pour moi, c'est le fait de travailler ensemble sur un objectif commun. Et je pense que l'idée que les plantes auraient comme objectif de faire une œuvre d'art contemporaine réussie est une lecture peu éclairée de ce qui motive, de ce qui fascine, de ce qui passionne les plantes. Je pense que, bien sûr, les plantes comme êtres vivants, quand elles sont amenées dans une situation d'exposition par un artiste ou par une institution, elles vont réagir à cette situation d'une façon qui leur est propre. Et de cette façon, elles vont transformer cette situation-là. Et je pense que c'est important de reconnaître leur rôle, leur agentivité. Par contre, je trouve que la notion de collaboration est beaucoup abusée dans les discours de l'art contemporain sur le travail des artistes avec les animaux ou avec les végétaux, et que souvent, on ne parle pas vraiment de collaboration. On parle de relations qui pourraient être perçues comme étant utilitaristes, souvent unilatérales, mais dans les meilleurs cas, qui sont des relations qui sont bénéficielles aux deux, mais qui sont bénéficielles pour des raisons différentes. Et peut-être, est-ce que vous auriez un exemple par rapport à votre pratique plus précis, nous parler d'un projet en particulier dans lequel vous avez, ou qui a peut-être qui a transformé votre perception de la non-collaboration, de la collaboration avec les plantes, peut-être pour les gens qui... bon, votre travail a bénéficié d'une bonne visibilité, mais peut-être pour l'ancrer dans un projet en particulier. Est-ce que vous auriez... Certainement. Je dirais la première chose, c'est que d'une part, notre pratique, on a été amené à nous intéresser aux plantes à cause de notre milieu de vie. On reste à la campagne, dans un milieu rural, agricole, depuis une dizaine d'années au Québec. Et donc, on est sur une grande terre qui est cultivée en bio. On fait des jardins, on a planté énormément d'arbres pour végétaliser les bandes riveraines, toutes sortes d'activités très, très pratiques comme ça, mais aussi les gens autour de nous, c'est des éleveurs, c'est des agriculteurs. Et de tous les types, il y a de l'agroécologie autant qu'il y a de la monoculture intensive. Et donc, une partie de notre recherche émerge de ce contexte-là et de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe en agriculture dans la relation entre les humains et les plantes. Pour vous donner un exemple concret, peut-être, on s'intéresse à la manière dont, généralement dans notre pratique, on s'intéresse à la manière dont les modes d'abstraction affectent le vivant. Pour vous donner un exemple, en 2014, nous avons réalisé un projet qui est toujours en cours, qui s'appelle The Golden USB. Et très bref, ce projet-là, c'est une installation qui donne forme à l'idée d'une capsule d'échange interstellaire. Par ce projet, nous avons voulu explorer les limites du capitalisme et plus particulièrement sa capacité de s'étendre et s'infiltrer dans tous les aspects de notre vie. Pour ce projet-là, nous avons mis au point une liste de tout ce qui existe sur Terre qui pourrait intéresser des civilisations lointaines afin de commencer, comme dit, un échange avec eux. Et donc, on a mis sur point ce qu'on appelle le Trade Catalog of Everything, un catalogue commercial de tout,
dans lequel on a inscrit tout ce qui existe sur le monde, tout le vivant, tout le non-vivant, toute notre connaissance, notre culture, notre passé, tout. Et la raison pour laquelle je parle de ce projet-là, c'est que c'était la première fois qu'on a travaillé avec des plantes. Et c'est à ce moment-là que, en fait, je voulais vous montrer la vidéo. Et dans deux des vidéos, on voit on voit Marie-Lou se promener dans la campagne autour de nous. Et ça dure pendant plus qu'une heure. Et puis, par exemple, elle va voir une fleur, elle va aller approcher la fleur, elle va le prendre du sol, elle va l'amener à la caméra, elle va le montrer dans toutes ses dimensions. Et quand le spectateur l'aurait bien vu, là, elle le jette par terre, et puis elle retourne, et puis là, elle va prendre peut-être une plante, peut-être un tronc d'arbre. Dans l'autre vidéo, c'est surtout des roches, du sol, des choses soi-disant non vivantes. Et ce qu'on a voulu explorer avec ces deux vidéos-là, c'était trois gestes. Le premier geste, c'était le geste d'appropriation. L'idée d'aller dans la nature, de prendre quelque chose, et une fois que cette chose est prise, une fois que cette chose est abstraite de son contexte, elle nous appartient. Et donc, on peut faire ce qu'on veut avec. Le deuxième geste, c'était le geste d'exhibition, de montrer quelque chose. Et par le fait même, cette chose qui était vivante, qui existait dans un contexte, devient un échantillon de quelque chose qui pourrait être vendu ou acheté. Et puis finalement, le geste de jeter la chose. C'est qu'une fois que la chose a été consommée, une fois que toute valeur a été épuisée de la chose, elle ne sert à rien, elle mérite juste d'être mis à l'écart. Donc ça, c'est un exemple. En fait, c'est, comme j'ai dit, la première fois qu'on a travaillé avec des plantes comme telles, mais c'était surtout par les gestes qu'on a voulu explorer cette notion de comment le capitalisme s'étend dans tous les aspects de notre vie. Merci. Et Catherine, peut-être, on aimerait vous entendre sur ce statut finalement du végétal, de la plante dans votre pratique. Est-ce qu'il y a bien lieu de parler d'une collaboration ou vous voyez la chose différemment? Voilà. En fait, ouais, j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai reçu les questions sur la notion de collaboration, de partenariat dans mon travail, parce que je pense que dans ma pratique, bon, j'ai mis en place un projet qui s'appelle le département des plantes. Puis d'entrée de jeu, je dois dire que moi, je travaille avec les plantes en pot, donc les plantes domestiquées. Il y a une différence à faire entre ce qui est jardin, agriculture et plantes d'intérieur. Donc, c'est important parce que, je veux dire, ouais, c'est ça, mon travail se situe plus à l'intérieur, avec les plantes d'intérieur. Donc, oui, en fait, la manière que je travaille, bon, déjà, je travaille en collaboration avec un botaniste, donc quelqu'un qui étudie les plantes. J'adore discuter avec lui sur les méthodes de travail qui sont utilisées en botanique, quoique je peux avoir aussi une posture critique, c'est-à-dire que je sais qu'on a peut-être dépassé certains paradigmes positivistes là, de classement du vivant, etc. Là, ça, mais quand même, ça m'intéresse. Et si on veut, dans mon travail au sein du département des plantes, finalement, c'est comme si je m'appropriais des méthodes de travail proches d'un botaniste. Donc, est-ce qu'il y a instrumentalisation de la plante? Je veux dire, peut-être, parce que pour moi, la plante en pot, elle est déjà instrumentalisée à quelque part puisqu'elle est domestiquée. Mais mon rôle, en fait, c'est, si on veut, au sein des institutions, mon rôle à l'intérieur du département des plantes, c'est un peu comme un botaniste va partir en recherche sur un terrain. Moi, l'institution devient mon terrain, puis je documente les plantes qui sont aussi dans les espaces invisibles, surtout généralement reliés au domaine de l'art. Donc, c'est comme si, en mimant ces manières de faire là dans le champ de la botanique, ça permettait aussi
de mettre en lumière, si on veut, un peu l'absurdité des plantes qu'on a à l'intérieur de nos bureaux, tout ça qui sert généralement à naturaliser ou adoucir des espaces qui sont austères, que ce soit des espaces... ouais. Donc, ça rend visible finalement aussi les structures institutionnelles parce qu'en passant dans chacun des bureaux, ça montre la structure, ça montre comment les lieux, comment les espaces sont faits. Donc, partenariat, collaboration, je veux dire, en ramenant les plantes dans l'espace d'exposition, un exemple le plus probant, c'est l'exposition que j'ai faite à la Galerie UQO, mais aussi le terrarium à la Galerie Léonard Rubina-Hélène. C'est à quelque part aussi de sensibiliser les spectateurs à la présence de du vivant autour d'eux dans leurs espaces de bureau, qui sont déjà aussi, je veux dire, quand on regarde nos espaces de travail aujourd'hui, avec le contexte du travail à la maison, on sent que c'est déjà dépassé même comme espace. Donc, il y a comme une espèce de posture ironique aussi en surinvestissant un sujet qui est d'apparence banale, qu'on ne voit pas, qui est soit une plante en plastique, une plante pleine de poussière, une plante en mauvais état. Donc, c'est celle qui m'intéresse le plus d'ailleurs, parce que Bénédicte parlait tantôt du passage d'un élément de décor à un sujet plus actif, là, si on veut. Donc, moi, c'est ça, cette limite-là entre l'élément décoratif puis son statut d'œuvre, en fait, qui m'intéresse avec la plante. Bon, j'ai fait une grande parenthèse, mais ouais, grosso modo, je ne sais pas comment parler de collaboration et de partenariat proprement dit, mais si je collabore, parce que je suis d'accord avec ce que Marie-Lou disait, j'ai l'impression que, je veux dire, la plante, que je la mets dans une salle d'expo, ça s'en fout un peu, là, finalement. C'est plus nos propres désirs qu'on vient, en tant qu'humain, qu'on vient combler. Déjà, dans le système de l'art, c'est un peu ça aussi. Dans un essai qui est écrit par David Thomas au sujet de notre pratique, donc j'avais retenu l'expression, donc les fonctions invisibles des plantes. Et selon vous, justement, est-ce que, en dépit de ce que la plante veut elle-même, disons, si on met de côté la gentilité, est-ce que, selon vous, les plantes ont quand même un rôle à jouer dans nos espaces de vie, nos espaces de travail, qu'ils soient en télétravail ou... donc, est-ce qu'il y a quand même un potentiel thérapeutique à la plante ou c'est vraiment qu'une façade? Donc, il y a les deux. J'ai observé les deux types de plantes, disons, à la fois un élément strictement décoratif, comme je disais, qui était plus quelque chose pour ramasser la poussière dans les bureaux, comme si ça allait de soi. Si on mettait une plante dans le coin d'un bureau, tout d'un coup, l'espace devenait harmonieux, chaleureux, alors que c'est un environnement construit qui est tout sauf agréable. On pense à des espaces de bureau, là, par exemple à l'université avec des néons, pas vraiment de fenêtres, etc. D'ailleurs, la plante d'intérieur elles sont sélectionnées parce qu'elles résistent à des environnements qui sont assez austères aussi. C'est toute l'histoire aussi de l'horticulture qui a cherché les meilleures espèces pour les plantes les plus résistantes. Bref, et il y a aussi, il y avait ça, donc, mais aussi, vous parliez au début de la théorie écoféministe. Ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup la notion du care aussi, les femmes surtout qui vont s'occuper des plantes dans leurs espaces. Donc, j'observais beaucoup ça aussi, certains employés qui avaient beaucoup de plantes, puis on sentait que ça participait à un bien-être, qu'il y avait des histoires reliées à ça. Donc, à chacune d'entre elles. Donc, il y a les deux. Ouais, c'est ça. Il reste que c'est quelque chose d'étrange. Dans nos espaces privés domestiques, c'est autre chose, mais dans un bureau ou d'entrée de jeu, dans un espace de travail, l'environnement est tout sauf accueillant. Il y a quelque chose d'ambigu à venir placer des plantes, quelque chose qui m'intéresse en fait comme artiste. Moi, je n'ai pas de réponse, je fais juste mettre en lumière des phénomènes. Pour ces précisions. Donc, je relancerai peut-être tout le monde maintenant sur une question qui est un peu corollaire ou en tout cas qui est parallèle. Donc, c'est
à savoir est-ce que finalement on a certaines responsabilités lorsqu'on travaille avec le végétal dans un cadre artistique. Donc on le sait avec les animaux, c'est déjà une chose quand même assez admise dans les institutions. Donc il y a certaines institutions qui refusent d'utiliser des animaux vivants dans des espaces de présentation d'œuvres, tout ça, des expositions. Mais avec le végétal, est-ce que selon vous, ça implique certaines responsabilités en tant qu'artiste? Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'on aurait des devoirs particuliers? Comment se positionner? Même si oui, l'agentivité ou les questions de communication, d'intelligence sont encore controversées, mais où placez-vous par rapport dans cette échelle-là, dans cette discussion-là peut-être sur les responsabilités à l'égard du végétal dans un contexte artistique? Est-ce que, ou si Bénédicte, si vous avez des cas particuliers que vous avez rencontrés dans vos recherches en lien avec ces enjeux-là? J'ai pas là d'exemple qui me viennent tout de suite très, très précis, mais il y a une chose de claire, c'est qu'on rencontre rarement le végétal dans l'espace d'exposition, qui est quand même généralement un espace de white cube, donc pour lequel il n'y a pas de lumière naturelle, et donc c'est à peu près impossible, si la durée de l'exposition excède un mois, de ne pas faire mourir une plante dans l'espace d'exposition, qui est vraiment tout sauf poreux et vivable pour une plante. Il l'est pas plus pour les animaux, mais les animaux souvent ne restent pas la nuit. Les animaux qui sont exposés souvent vont rentrer dans un espace plus vivable une fois le musée fermé, mais en ce qui concerne les plantes, généralement, on a moins de scrupules à les balancer à la fin d'une exposition parce que tout d'un coup, elles vont plus bien et puis la fonction décorative est terminée. Et je repensais à ça en vous écoutant. La première fois où il y a eu des plantes au MoMA, par exemple, c'était en 1936, lorsqu'Edward Steichen montre sa collection de delphinium. Ce sont essentiellement des bouquets, mais ça pose déjà, rien qu'avec de la fleur coupée, donc morte, un gros problème parce qu'il faut changer l'eau, etc. Et il y a quelque chose qui paraît moins concevable encore pour un musée qu'avec les animaux, c'est l'entretien que demande le vivant végétal. Or, ce n'est pas juste de mettre un bouquet ou mettre une plante, c'est beaucoup d'entretien et c'est beaucoup de contamination des espaces dès lors qu'on a un vivant végétal. Donc, ça fait partie de ces médiums qui ne sont pas toujours les bienvenus dans l'espace du musée. Vous chercherez les plantes extravagantes au musée d'art contemporain ici à Montréal ou au musée des Beaux-Arts. Il n'y en a pas. Donc, c'est tout de même un sujet-objet qui n'est absolument pas évident à montrer au public, à conserver. C'est très compliqué. Est-ce que finalement on va juste acheter un sachet de graines et le conservateur va devoir faire pousser sa plante avant de pouvoir exposer telle ou telle œuvre? C'est compliqué. Je pense à quelqu'un comme Michel Blasi qui a toujours l'habitude de laisser pourrir littéralement des éléments, des fruits, des légumes ou laisser pousser les choses. C'est un enfer à contrôler pour une institution artistique. Donc c'est certain que finalement la plante est malgré son côté végétatif, moins manipulable et beaucoup plus compliqué à manipuler que l'animalité qui finalement, là, on va mieux comprendre les organismes et on va pouvoir l'extraire beaucoup plus facilement, etc. Donc, c'est un vrai challenge. Il y a les expositions sur le jardin qui ont eu lieu en 2017, Jardin infini au Centre Pompidou-Metz ou Jardin au Grand Palais à Paris, il n'y avait pas une plante parce que c'est trop compliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le végétal s'avère effectivement, si on le comprend comme un partenaire ou si c'est un décor, en tout cas, c'est compliqué. Est-ce que c'est plus compliqué que les animaux? Je n'irai pas essayer de faire une hiérarchie et un contest pour savoir qui est le plus difficile, mais en tout cas, c'est loin d'être évident.
Donc, il est certain que ce sont des objets d'étude qui fascinent, mais qui restent dans un espèce d'in vitro au-delà de l'espace d'exposition et qu'on vient restituer dans l'espace d'exposition par des vidéos, des photos, des processus, des schémas, des systèmes. Mais c'est compliqué et peut-être Catherine Escarbeau pourra nous en parler, justement d'exposer du végétal dans des white cubes qui sont qui sont absolument pas faits pour le vivant. Tout sauf hospitalier, ouais, pour le Ouais. Ben, en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez. C'est compliqué d'exposer le vivant dans les espaces d'exposition. Des fois, je me pose la question si ce n'est pas nos espaces d'exposition qui sont compliqués, en fait, dans le sens que... puis vous disiez aussi que les plantes, on n'en voit pas beaucoup, mais corrigez-moi si je me trompe, mais dans les années peut-être 70, 80, il y avait des plantes dans les espaces d'exposition, dans certains espaces d'exposition, en tout cas dans les années 60, 70. D'ailleurs, tout le début de mon projet de recherche, c'est une étude d'une exposition de 1969, la Anything Company au Musée des Beaux-Arts dans leurs anciens espaces, justement où j'ai observé la présence des plantes. Donc, il y avait des plantes dans les musées. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une espèce le white cube est devenu très, très aseptisé, puis parce qu'il y a une valeur aussi associée aux œuvres d'art, donc par peur de contamination, les insectes, tout ça, c'était trop risqué, si on veut, d'avoir du vivant. Donc, il y a toute la question aussi de qu'est-ce que ça veut dire aussi, tout ce qui est autour, la valeur de l'art, tout ça, si on la met en rapport avec le vivant. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi on ne voit plus beaucoup de plantes. Mais bref, si je reviens à mon exemple, vous avez raison, c'est compliqué, mais j'ai observé des endroits où, en fait, à la galerie UCO, ce que j'ai fait, c'est que après avoir fait l'inventaire de toutes les plantes dans l'institution, dans les 3 campus, j'ai sélectionné le département, si on veut, où il y en avait le plus, puis j'ai littéralement déplacé toutes les plantes dans l'espace de la galerie en les reconfigurant dans l'espace aux mêmes endroits comme dans les espaces de bureau. Puis, je peux vous dire que finalement, les conditions de lumière étaient peut-être assez similaires à ce qu'elles avaient. C'est-à-dire que les plantes d'intérieur sont extrêmement résistantes dans des conditions très, très austères. Donc, parce que moi, c'est mon sujet. Là. Je ne fais pas pousser un jardin dans une galerie. Je travaille avec des plantes qui sont déjà résilientes d'entrée de jeu. Richard, Marie-Lou, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur la question des responsabilités ou non? Ouais, oui. Moi, j'ai un petit commentaire. En fait, vous avez touché un petit fétiche à moi, c'est que d'abord, je dirais que bien sûr que nous avons des responsabilités envers les végétaux. Mais je pense que nous avons même des responsabilités envers le vivant tout court. Mais mon fétiche, ça touche au fait que, comme vous avez dit, parce que les plantes sont douées de formes de conscience et d'agentivité, c'est comme si ça change quelque chose. Et pour moi, ça touche le même discours qu'on a eu depuis plusieurs centaines d'années au niveau de notre rapport aux animaux. C'est-à-dire, l'humain a toujours cherché à se distinguer des animaux. D'abord en disant que seulement les humains avaient le raison, et puis la raison? Oui. La raison. Et puis, une fois que ça a été démontré que d'autres animaux ont la raison, ben là, on a dû chercher, non, c'est le linguistique qu'on a. Et après ça, quand on a montré que d'autres animaux ont le linguistique, non, c'est la conscience ou la conscience de soi-même, ou c'est des émotions. En tout cas, on a toujours cherché à se distinguer des autres espèces afin de nous mettre au haut de l'hierarchie, comme vous avez dit au début. Et je pense que ça, c'est vraiment une façon très anthropocentrique de réfléchir aux autres. C'est-à-dire que puisque nous, on valorise avoir une conscience ou avoir une agentivité, on va donc se sentir plus responsable à d'autres espèces qui l'ont aussi. Au lieu de juste dire,
le respect pour le vivant, c'est quelque chose qui mérite, et tout court, tout point. On commence comme ça. On ne met pas des qualifications ou des conditions à ce respect-là. En tout cas, c'est ça ce que j'ai à dire à ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui est aussi très controversé dans les questions de philosophie politique qui touche aux animaux, d'éthique animale. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment l'intelligence qui compte ou c'est la sensibilité? Est-ce que c'est la capacité à souffrir? Qu'est-ce qui doit infléchir notre rapport aux animaux? Est-ce que c'est simplement leur degré d'intelligence? On a plus de responsabilité envers les baleines qu'envers les poules, même s'ils sont très intelligentes. Donc, c'est ça, on a toujours besoin de hiérarchiser. Donc, je ne voulais pas nécessairement endosser cette position, mais plutôt émettre une espèce de base sur laquelle on peut discuter. Mais je suis tout à fait d'accord dans le fait que on aurait établi des formes de hiérarchie qui n'ont pas lieu d'être, certainement. Et peut-être pour un peu boucler cette conversation, j'irais vers la direction du potentiel critique des plantes. Donc, pourquoi d'abord avoir investi le terrain du végétal dans vos pratiques, dans vos recherches? Quel est ce potentiel dans un objectif de critique institutionnelle ou de critique politique de système capitaliste? D'abord, si Marie-Lou et Richard, vous voulez commencer ou on... Oui, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. D'abord parce que, est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Plus ou moins, hein? Plus ou moins. Un petit peu plus près, oui, ça serait encore mieux. Non, mais pas bien. Je vais serrer un petit peu. C'est ça, j'ai l'impression que j'étais loin. Oui, c'est mieux. Merci. Donc, la première chose, c'est que nous, on a vraiment regardé les plantes dans notre travail comme des objets de connaissance, d'échange, de commercialisation et de spéculation. Un peu dans l'optique de ce que Richard parlait plus tôt au niveau du Golden USB, qui est une fiction spéculative qui vise à étendre le commerce à l'échelle de toute la planète, mais aussi qui vise à étendre notre modèle néolibéral vers l'espace, vers le cosmos. Donc, vraiment une très grande extension de ce domaine-là, de l'appropriation humaine et de la domination sur la nature. Et une autre manière qu'on a regardé ces questions-là, c'est à travers l'agriculture elle-même. Et donc, en 2019, on a été invité à réaliser un projet avec le Bemis Center for Contemporary Arts, qui est à Omaha, au Nebraska. Et ça nous a permis, en étant dans le Midwest américain, dans une ville qui est comme le cœur de la finance agricole et du système d'assurance aussi agricole, de regarder des productions extrêmement étendues, extrêmement intensives, de ce qui est pas de la nourriture, mais en fait du grain qui va être utilisé pour nourrir le bétail ou pour faire des biocarburants. Et donc, à ce moment-là, on a fait une étude qui était historique en partie du développement de la financiarisation de l'agriculture, des cultures et des terres. Et je ne sais pas si Richard voudrait... Non, je vais te laisser en parler un petit peu plus. D'accord. Donc, comme Marie-Lou a dit, on a regardé de près le développement de la financiarisation de l'agriculture au niveau, premièrement, la financiarisation de la culture elle-même, ce qui est poussé, et deuxièmement, dans la financiarisation des terres agricoles. Le rôle de la finance dans l'agriculture n'est vraiment pas nouveau. Depuis le 19e siècle, les fermiers et les acheteurs entraient dans des ententes, ce qu'on appelle des futures, où le fermier était d'accord de vendre une certaine quantité de son grain à une certaine date dans le futur à un certain prix déterminé d'avance. Et ceci était un contrat qui réduisait le risque du vendeur, du fermier et de l'acheteur. Le fermier, il savait qu'il allait vendre une certaine quantité de son grain à un certain prix, et l'acheteur savait qu'il allait recevoir une certaine quantité de grain à un certain prix. Et donc, ces ententes-là étaient mises sur les marchés boursiers, c'est-à-dire qu'on pouvait les acheter et les vendre
Mais puisqu'ils étaient très peu volatiles, ils n'intéressaient très peu de spéculateurs. Et donc, ils ont vraiment fait l'affaire des fermiers et des acteurs pendant très, très longtemps, jusqu'à les années 2000, où le Congrès américain a décidé de déréglementer ce marché-là. Et là est rentré tous les fonds d'investissement, les fonds de travailleurs, toutes les banques d'investissement. Ils se sont mis à regrouper ces futures-là en dérivés. Euh, et la quantité qui a été achetée et vendue sur ces marchés-là ont augmenté de plus que 10 ou 20 fois dans un espace de comme 5 ou 6 ans, qui a créé une très, très haute volatilité dans le prix de ces contrats-là, qui a fait l'affaire des spéculateurs, mais qui a fait en sorte que le prix de toute la nourriture durant la période 2010 à 2012 a tellement augmenté que ça a été comme une famine au niveau mondial. Avant, en fait, ça a commencé autour de 2006 et explosé en 2007. Merci. Donc ça, c'est une forme de financiarisation auquel nous sommes intéressés. D'autres formes, c'est, comme j'ai dit, la financiarisation des terres agricoles. Ça, c'est depuis la crise financière de 2008. Les spéculateurs vont chercher des endroits où stationner leur argent dans des lieux qui étaient beaucoup plus sécuritaires et moins volatiles que d'habitude. Et puis là, ils ont décidé d'acheter des terres agricoles. Et ça a eu un effet de, premièrement, augmenter le prix des terres, qui a forcé beaucoup de fermiers à vendre leurs terres et devenir locataires sur leur propre ferme. Mais d'une façon plus néfaste, ça a changé complètement la gestion de ces fermes-là. C'est-à-dire, avant, les fermes étaient gérées par des fermiers qui avaient le long terme en vue, qui vivaient avec leurs produits et qui prenaient des décisions face à ces facteurs-là. Tandis qu'à partir des années, durant cette dernière décennie, beaucoup de décisions ont été prises en prenant en compte les intérêts des actionnaires. Et donc, tout ce qui était pour maximiser la productivité sans aucune considération pour la qualité de la nourriture, la qualité de la terre, des plantes, ainsi de suite, ont été fait de telle façon. Et donc, quand on était à Bemis, on a réalisé un grand projet sculptural qui s'appelle Futures, et puis peut-être qu'on va montrer des photos durant le montage, où on a matérialisé des graphiques et des diagrammes qui parlaient de cette situation-là. Et comme on fait souvent dans nos structures qui matérialisent des diagrammes, ils demeurent assez opaques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment lire d'une façon précise les données, mais ils montrent une certaine tendance. Mais ce qui nous a intéressé, c'était la forme que ces structures ont pris. On a travaillé beaucoup avec des blocs et on a utilisé des blocs pour montrer des tailles, soit sa montée ou des volumes. Et c'est avec ces blocs-là qu'on pouvait un peu lire ces tendances-là. Et donc, ces blocs avaient l'air comme des jeux d'enfants. Et comme les jeux d'enfants, on avait l'impression qu'ils pouvaient être faits et défaits et faits autrement. C'est-à-dire que c'était des constructions. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces blocs-là, c'était une forme assez stupide. Le bloc a comme 6 côtés. C'est très, très balancé. Il n'y a rien vraiment d'intéressant avec un bloc. Et cette stupidité, on trouvait, reflétait bien la stupidité des abstractions elles-mêmes. Vraiment, quand on suit les abstractions à un point où ils sont plus raisonnables, on devient stupide et on prend des décisions stupides comme l'être humain. Catherine, aviez-vous, donc, par rapport à ce potentiel de la plante, justement, pour la critique institutionnelle, donc dans le contexte de votre production à vous, que pourriez-vous nous dire sur la question? Donc, rapidement, en fait, déjà, que ce soit une plante exotique dans un espace intérieur, il y a déjà un potentiel critique parce que c'est déjà, il y a déjà une forme d'étrangeté. Donc, en fait, en étudiant la plante d'intérieur, en fait, en essayant de comprendre comment
comment on en est arrivé à avoir des plantes dans nos espaces, ça m'a fait, en fait, ça m'a fait faire une genre de relecture de l'histoire de la botanique aussi, pour voir à quel point, ben, d'une part, c'est quand même intimement lié aussi à la période industrielle avec l'apparition de la bourgeoisie, tout ça, donc qui pouvait posséder, si on veut, qui pouvait posséder des plantes à l'intérieur, mais enfin plus loin, toute l'histoire coloniale aussi avec les grands empires qui envoyaient des botanistes dans les colonies pour récolter des spécimens. Et puis, ça avait une valeur incroyable d'un point de vue politique au niveau de l'Empire. C'est très précieux. Donc, tout ça, en fait, à partir de seulement cet objet-là de la plante d'intérieur, ça permet d'avoir une espèce de refaire une histoire alternative, si on veut. Mais c'est ça, je réitère que c'est vraiment l'idée de la plante en pot, là, comment on en est arrivé à avoir des plantes en pot dans nos maisons aujourd'hui. Donc, oui, c'est évidemment qu'il y a un potentiel critique. Puis, voilà, donc c'est lié déjà au problème de l'exotisme aussi dans nos... ça réfère à ça aussi, donc ça m'intéresse dans nos institutions du Nord, austères, et voilà, donc il y a clairement, c'est un objet, c'est une interface critique qui est politique pour moi, la plante d'intérieur. Bénédicte, est-ce que vous aviez d'autres points à soulever par rapport à cette question-là du potentiel de la plante? C'est sûr que c'est quelque chose qui a un peu traversé nos discussions, mais... Absolument. Oui, pardon. Oui, allez-y. Mais c'est sûr que, comme le disaient Catherine et Richard et Marie-Lou, on traverse l'histoire du capitalisme, l'histoire des plantations, puisqu'on peut remonter effectivement au système de plantation avec les monocultures. Et la façon dont ça a pu complètement niveler certains écosystèmes dans les Antilles notamment ou en Afrique, sur le continent africain. Donc on peut aller vraiment du côté de la critique décoloniale, postcoloniale, de la critique du capitalisme, bien sûr. Et puis la question des identitarismes, puisque aujourd'hui en Europe se passe une chasse aux sorcières par rapport à certaines espèces, des intolérances végétales extrêmement profondes qui en arrivent à décréter l'éradication pure et simple d'une espèce qui est jugée comme invasive, alors que lorsqu'une espèce devient invasive, c'est parce que son écosystème est affaibli et que, a priori, il faut se poser des questions bien plus profondes que celle de se débarrasser d'un problème, mais sur l'origine du problème. Donc, c'est sûr que ce sont... je pense à Lois Weinberger qui est décédé il y a quelques semaines, tout récemment, cet artiste autrichien du végétal qui a beaucoup travaillé avec des plantes férales, avec la migration botanique qui existe depuis très très longtemps et qui est héritière des grandes routes impériales de la colonisation et héritière aussi des grandes migrations et qui est un artiste qui a toujours mêlé le végétal et la critique politique et la critique institutionnelle. Donc, on a, grâce au végétal, je dirais une infiltration très insidieuse et très profonde dans l'institution d'une critique très très fine, que les institutions ne voient pas toujours venir parce que c'est du végétal. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en même temps, la généalogie du végétal reste pas dans ce domaine-là. Elle est intimement liée à nous. Et quand je vois aujourd'hui les réflexions sur l'éthique végétale, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on développe une éthique végétale à l'instar des éthiques animales? Il faut penser que nos échanges au niveau du microbiote avec le végétal, on prend des particules, on devient un peu concombre lorsqu'on a mangé un plat de concombre parce qu'il y a des échanges de particules avec le végétal via notre microbiote. Donc ces échanges-là,
ces contaminations, elles sont extrêmement intéressantes et elles viennent complètement modifier les échanges et les rapports. Donc aujourd'hui, quand on réfléchit, et je pense à la Biennale de Lyon à l'automne dernier, qui avait fait appel au peuple qui manque pour faire une pièce, et la demande qui avait été faite dans cet enregistrement, cette vidéo, c'était qui prend la parole pour qui? Et effectivement, qui prend la parole pour le végétal, de quelle manière, depuis quel point de vue? Et aujourd'hui, le végétal pose un véritable défi, effectivement, dans ce domaine de la défense du végétal, dans le domaine éthique, qui va prendre position. Est-ce que ça va être plutôt du côté de l'agriculture? Est-ce que ça va être plutôt du côté des botanistes, des herboristes, des ethnobotanistes? Donc aujourd'hui, c'est comme encore un espace assez vacant, justement pour arriver à essayer d'imaginer des modes de vie et des modes de rencontre. Alors, c'est sûr que je suis d'accord avec ce que Richard et Marie-Lou disaient au départ en disant oui, ça reste effectivement la plante, elle s'en fout. Et c'est bien ça c'est bien ça qui nous challenge, c'est l'indifférence du végétal vis-à-vis des humains. Et cette indépendance qui est totalement fascinante et qui vient créer des recherches plastiques, des recherches scientifiques bien évidemment, mais des recherches aussi de solutions plastiques et esthétiques qui sont souvent du côté de la critique institutionnelle, parce qu'effectivement le végétal est archi-politique. C'est fascinant. Mais je trouve ça intéressant que vous utilisez le terme de la voix du végétal, parce qu'on a entendu, par exemple, par rapport aux animaux non humains qui n'avaient pas de voix, alors que on sait désormais que c'est totalement faux, parce que les animaux communiquent. Ce qu'on n'arrive pas à les comprendre, on ne veut pas les comprendre, mais ils résistent, ils se défendent, ils essaient de s'échapper. Je pense que c'est très clair qu'ils résistent au maximum à l'exploitation et à la suprématie humaine. Il n'y a pas de... Mais dans le cas des plantes, oui, ça pose d'énormes questions, puis éventuellement, peut-être qu'on aura une conversation complètement différente dans 50 ans à l'égard des plantes. Peut-être que c'est un peu délibérément pour provoquer que je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on est, ça, comme vous le disiez, Bénédicte, on est vraiment au début des recherches sur ces questions-là de communication, de conscience. Éventuellement, je ne sais pas si on peut parler de sentience, mais ces questions-là sont certainement appelées à évoluer et les artistes devront ou sauront finalement aborder, réfléchir à ces enjeux-là, je l'espère, de manière sensible, sensée et intéressante, comme c'est déjà le cas. Je vois que le temps file et même si nous sommes rassemblés virtuellement, on doit quand même clore éventuellement cette discussion. Chose est sûre, ces enjeux-là ne sont pas près d'être clos, donc les enjeux environnementaux de notre rapport au végétal, dans notre condition confinée et post-confinement sera au cœur de l'actualité, assurément. Donc, je vous remercie de votre présence, de vos apports à cette discussion, puis des éléments que vous avez soulevés. Et donc, j'ai peut-être hâte de vous retrouver dans un autre contexte, potentiellement dans un cadre d'exposition non virtuelle. On l'espère sous peu. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine, peut-être. Voilà. Merci beaucoup.